Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du balado Vous avez dit BD, un balado qui se consacre entièrement à la bande dessinée. Mon nom est Jean-Dominique Leduc à l'animation. À ce moment-ci du balado, généralement, j'introduis l'invité en spécifiant évidemment que je ne reçois que des invités de marque. Aujourd'hui, on va faire exception puisque en temps de pandémie, on n'a pas osé lancer d'invitation aux gens. Et suite à... Excusez-moi, on est au bureau. Allez, et suite à certains commentaires d'internautes, j'ai décidé de me prêter au jeu d'un épisode solo. Alors, j'ai un peu réfléchi. Les gens me demandaient « Ouais, on aimerait savoir les meilleurs BD que tu as lus, tout ça. » Et bien honnêtement, j'ai plusieurs tribunes où je parle de bande dessinée. Et d'ailleurs, je tiens déjà à spécifier que pour moi, et chroniquer de la bande dessinée, c'est mettre en lumière un objet culturel. Alors moi, je ne suis pas là pour mettre mon ego à l'avant du dit objet culturel. Donc, je ne suis pas là pour parler de mes inclinaisons personnelles. Parce que je dis à la blague, si, depuis le temps que j'ai des tribunes pour parler de bande dessinée, si je ne parlais que de bande dessinée que j'aime, ça ferait peut-être un petit moment déjà que je chroniquerais, disons, un peu moins souvent. Mon travail, c'est vraiment de mettre en relation d'éventuels lecteurs avec un objet, donc un album de bande dessinée. Pour moi, c'est très, très important. D'ailleurs, je tiens tout d'abord à dire que je n'ai aucune formation journalistique. La chronique est arrivée dans ma vie, c'est un peu un accident de parcours. Alors, je me présente toujours à la blague en disant que je suis un imposteur. C'est d'ailleurs écrit sur ma carte d'affaires. Mais c'est vrai dans un certain cas. Alors, tout d'abord, à la question « Quelle légitimité as-tu, Jean-Dominique Leduc, de parler dans les médias de bande dessinée? » C'est une excellente question. C'est un médium que j'aime profondément, la bande dessinée. Je trouve que c'est le médium de tous les possibles. Médium avec lequel je suis entré très tôt en relation dans ma vie. J'étais pas du type très, très social. L'amitié, c'était quelque chose de difficile pour moi. Donc, très vite dans ma vie, j'ai compris que la lecture me permettrait de voyager. Il faut dire aussi que je viens d'un milieu très, très modeste, d'un tout petit village. Et moi, dans ma jeunesse, je n'ai pas voyagé autrement que par la littérature. Bon, je sais que ça fait un petit peu tronqué comme image, mais c'est vrai. Alors, dès l'âge de 5 ans, je découvre à la fois Tintin et les Spirou et Fantasio de Franquin. Et Franquin, c'est une grande révélation, vraiment. Évidemment, à 5 ans, on n'a pas d'esprit critique développé, mais je me souviens avoir pris un très, 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 très grand plaisir à lire Franquin. Je trouvais que c'était très inventif, très dynamique et son dessin me plaisait beaucoup. Et j'aimais aussi le fait que, en fait, si dans Tintin, la galerie de personnages secondaires sont tous imparfaits, Tintin est quand même un petit peu un vernis de... Comment je pourrais dire? Il est un peu parfait. En même temps, c'est pas un personnage très incarné. Oui, Spirou, mais Spirou a quand même quelques travers. Et c'est ça qui me plaisait bien. C'est l'espèce de petite distorsion. Et donc, et un peu plus tard, j'ai découvert le magazine Crow et je suis tombé sur les aventures de Michel Risque et sur un personnage, la Russe, dont j'oublie le nom, mais qui est nu et qui se lave dans son bain. Et pour un garçon de 6 ans... de voir que la bande dessinée québécoise en plus est capable d'offrir ça, je peux vous dire que tout à coup, Tintin, j'ai perdu un peu d'intérêt. Évidemment, j'étais très jeune. Par la suite, l'intérêt est revenu, évidemment. Mais bref, j'ai beaucoup vécu d'isolement, de rejet aussi. Je suis un enfant du divorce. Donc, évidemment, la lecture de bande dessinée m'a aidé à passer toute ma vie, d'ailleurs, m'a aidé à passer à travers des moments très, très difficiles. C'est le meilleur compagnon de vie, je pense, que j'ai eu, mis à part, évidemment, mes proches, là, mais
à plusieurs périodes dans ma vie. Donc, arrive l'adolescence. Contrairement à plusieurs adolescents qui délaissent la littérature pour les hormones, moi, mes hormones, c'est ça, c'était pas très actif. Donc, j'ai continué dans la littérature et je me suis vraiment développé une curiosité pour la bande dessinée québécoise. Et voilà, donc vers l'âge de, je sais pas moi, 20 ans environ, j'étais à l'école de théâtre. Et j'ai découvert à Montréal la librairie La Mouettrieuse, où travaillaient Martin Brault et Frédéric Gauthier. Si ces noms vous disent quelque chose, c'est normal. Ce sont les deux éditeurs qui ont lancé La Pastèque en 1998. Et donc, ce sont eux qui m'ont vraiment mis en contact avec toute la nouvelle vague de la bande dessinée du début des années 90. Là, on parle de Johan Sfar, Louis Trondheim, toute la bande de l'association Cornelius, Frémoc, mais avant, c'était deux structures éditoriales. Le nom m'échappe. Mais bref, ces deux libraires-là ont vraiment, du coup, élargi mes perspectives. Et là, j'ai trouvé une bande dessinée qui, comme lecteur, me correspondait. Une bande dessinée folle, audacieuse, curieuse. J'aimais beaucoup l'aspect expérimental aussi. Chose qui m'intéressait déjà dans mon métier d'acteur, mais en création, l'expérimentation, lorsqu'elle est bien menée, ou en tout cas lorsque la pulsion de l'expérimentation, elle est justifiée, c'est quelque chose, moi personnellement, et je suis pas le seul, ça me rejoint beaucoup. Alors, évidemment, là, un nouveau monde s'est ouvert à moi. D'ailleurs, durant mes études à l'école de théâtre, pendant 4 ans, et ça, c'est un secret pour personne dans mon entourage, ça a été probablement les 4 pires années de ma vie. Ça a été terrible. D'une part parce que j'étudiais dans une ville que je nommerai pas, Saint-Hyacinthe, et j'avais pas les moyens. J'étais aux études, j'avais pas les moyens de m'acheter de la bande dessinée. J'étais loin de mes amis. J'étais dans une ville, Saint-Hyacinthe. Déjà là, ça en dit beaucoup. Pas d'offense pour les gens qui habitent les Mascoutins, pour Saint-Hyacinthe, mais je vous dirais que de quitter Valleyfield pour aller faire des études à Saint-Hyacinthe, c'est un peu comme changer 4,30 sous pour une pièce. Fin de la parenthèse. Donc, et je me souviens à l'époque, le comédien et chanteur Stéphane Archambault, qui est un ami de la famille des Leduc, m'avait dit, en sortant de l'école de théâtre, dès que tu vas décrocher des gros contrats, la première affaire que tu vas faire, c'est que tu vas te lancer dans les librairies puis tu vas dépenser ton argent. Ouais. C'est ce qu'avait fait Stéphane. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Alors, dès que j'ai terminé mes études en 2000, j'ai décroché plusieurs contrats dès le départ, au début de ma carrière. Et donc, je me suis construit une belle bibliothèque. Et donc, la bande dessinée, elle est là. Moi, j'apprends à faire mon métier de comédien. On est avant encore l'ère des médias sociaux. Donc, pour parler de bande dessinée, encore faut-il que je sois en présence de gens qui en lisent, des lecteurs. Et je peux vous dire qu'à l'époque, nous n'étions pas légion. Ou du moins, en tout cas, les gens ne s'affichaient pas autant qu'aujourd'hui. Et donc, Martin Brault et Frédéric lancent la structure éditoriale La Pastèque en 1998. Et c'est très audacieux ce que les gars vont faire. Et là, je vous explique le contexte. 1995, le magazine Crow, qui a été un vecteur extraordinaire pour la bande dessinée québécoise de sa fondation en 1979 jusqu'en 1995, année de sa disparition. Donc, tout du long des 189 numéros, ils ont fait la part belle à la bande dessinée et ils ont permis une professionnalisation de plusieurs auteurs. Évidemment, des auteurs de bande dessinée professionnels avant Crow, il y en a eu. Ai-je besoin de vous parler, par exemple, d'Albert Chartier, qui pendant 5 décennies a publié ses aventures d'Onésime dans le bulletin des agriculteurs. Mais bon, bref. Lors de la disparition de Crow en 1995,
ce fut vraiment un hécatombe au Québec. C'est que là, tout à coup, le milieu avait perdu cet espoir de développer le médium parce que Crow prépubliait dans les magazines des récits de Red Ketchup, de Michel Risque, de Sombre Vilain, de La Légende des Jean-Guy, etc. Et il les publiait par la suite en album. Et donc, évidemment, avec la disparition de Crow, il y a eu une espèce de mini-effondrement. Évidemment, il y avait des structures éditoriales indépendantes qui étaient là. On n'a qu'à penser aux éditions Kamikaze ou encore Zone Convective, Philactère. Il y en avait quand même. Mais du coup, ça a acheté vraiment une douche froide sur tout le milieu et il y a eu vraiment un désenchantement, un découragement assez généralisé. Et donc, Martin Brault et Frédéric Gauthier ont eu l'idée de lancer une structure éditoriale et de viser l'international. En étant libraire, ils se sont dit, si on ne publie qu'ici en français, on ne survivra pas. Alors, je vais toujours me souvenir, dans le Comic Journal, ils s'étaient payé une pub, une pleine page. C'était vraiment hallucinant, c'était inédit, là. On n'avait jamais vu ça. Et probablement qu'à l'époque, les gens n'osaient pas le dire, mais peu de gens s'imaginaient que 22 ans plus tard, ils seraient toujours là. Mais bref, donc ils ont lancé cette structure et peu à peu, ils ont construit cette structure-là. Ils ont publié l'année suivante, en 99, le premier tome de Paul. Et là, si je me permets, je fais un petit saut dans le temps. Donc, début 2001, est fondée la structure éditoriale Mécanique Générale avec Jimmy Beaulieu, Éric Asselin, Sébastien Trahan, Luc Girard, Benoît Joly et Left Hand. Et donc, ça a été lancé dans le cadre, cette structure éditoriale-là, d'un voyage au Festival international d'Angoulême. Et donc là, tout à coup, on peut donc dire qu'à partir de là, il y a eu une espèce de renouveau de la bande dessinée québécoise. Pendant ce temps-là, à la même époque, il y a des auteurs québécois qui sont publiés par des éditeurs européens, des éditeurs étrangers. Déjà, dans les années 80, c'était le cas. Par exemple, Yves Rodier et Gabriel Morissette étaient publiés chez les Américains. Cédric Lotte, avec Atlantic City, je pense de mémoire que c'est le premier Québécois à avoir été publié en Europe. Il avait été notamment publié dans Métal Hurlant et l'album est paru ici au Québec et aux Humanoïdes Associés. Là, ça se peut que je me trompe, mais bon, bref. Et là, il y a les Thierry Labrosse, les Yves Rodier, qui commencent à créer des ponts avec l'Europe, Jeff Bergeron, Vaureau, etc. Et là, tout à coup, sur deux fronts, le milieu de la bande dessinée québécoise commence vraiment à se structurer et à s'articuler autour de cette idée-là, pas de professionnalisation, mais je vous dirais d'une nouvelle phase. Souvent, on dit à tort que la bande dessinée est née en 1998 avec l'avènement de la pastèque. C'est un peu beaucoup tourner les coins ronds. Comme je vous l'ai dit en début d'entretien, la bande dessinée québécoise existait bien avant cela. Mais néanmoins, il y a cette pulsion-là qui arrive et tout à coup, ça commence à porter ses fruits. Et donc, là, je me permets de faire un petit saut à l'arrière. En 2001, je travaille comme acteur sur une émission qui s'appelle Réalité, où je tourne notamment des capsules, et on me téléphone pour remplacer à pied levé une collègue qui ne pouvait pas venir en studio. Et donc, cette journée-là, j'ai tourné 10 topos, mais en fait, il n'y en avait que 9 de préparés. Le 10e n'était pas préparé. Et au hasard, moi, j'ai toujours sur moi, dans mon sac, une bande dessinée. Alors, je dis à l'équipe, je pourrais peut-être tourner une capsule sur une bande dessinée. Question de combler un trou de contenu. Et donc, mes patrons me disent oui, on tourne le truc. Et pour moi, il n'y a pas de suite à ça, là. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des gens de Radio-Canada, de la radio, du 95.1 FM, qui voient ça, qui me contactent et qui me disent « Hey, on aimerait ça faire un essai avec toi à la radio.
c'était Alexandre pour l'émission Bande à part. Alors, je me suis pointé à la radio. C'était la première fois que je me retrouvais devant un micro, d'ailleurs, avec évidemment ce sentiment d'imposture-là, total. Et donc, alors j'avais préparé un topo sur probablement Jimmy Corrigan de Chris Ware. Que voulez-vous, à chaque tribune, chaque nouvelle tribune, j'en parle. C'est plus fort que moi. Et ceux et celles qui l'ont lu, je pense que vous pouvez très bien comprendre, c'est un album extraordinaire. Et j'ai eu le contrat. Et là, je me retrouve dans une émission Bande à part qui est une émission de musique émergente. Là. Donc, ouais, c'est un terme... ou la relève. Ah oui, ça, c'est un terme qui m'énerve profondément. La relève, comme si les gens étaient tombés qui devaient se relever. Bon, bref, c'était une émission consacrée à des artistes émergents. Donc, à l'époque, l'émergence, c'était qui? C'était Dan Boucher, c'était Ghislain Poirier, c'était... Mon Dieu, ça fait trop longtemps. Mais bref, donc, et moi, j'y tenais. C'était animé par Catherine Pogonat, et moi, j'y tenais une chronique bande dessinée. C'était un peu saugrenu, mais... En même temps, j'étais très, très heureux de faire ça. Et ça a duré une saison. Et pendant que je suis en onde, il y a Pierre Poirier et Sylvie Lucier, les auteurs notamment de 4,5, qui m'entendent à la radio et qui, quelques années plus tard, en 2006, 2005-2006, me convient à une audition pour remplacer Stéphane Archambault. Vous vous souvenez? C'est le même Stéphane Archambault qui m'a dit, tu vas voir le grand, quand tu vas sortir de l'école de théâtre et que tu vas faire de l'argent, tu vas tout dépenser dans la bande dessinée. Et bien, ce même Stéphane Archambault tenait une chronique bande dessinée à cette émission télévisuelle qui était diffusée sur les ondes de Télé-Québec. Et c'était une émission littéraire qui s'intitulait Motulu. Et donc, qui était co-animée par Sylvie Lucier et Pierre Poirier. Et ils m'ont invité à une audition, à faire un test d'essai pour remplacer Stéphane. Et j'ai eu le travail. Alors là, tout à coup, je me suis retrouvé, imposture oblige, à chroniquer la bande dessinée à la télévision. Et je vous dirais que quand on est capable, et là je le comprends maintenant et je le vois avec l'expérience, quand on est capable à la radio, sans le visuel, sans aucun support visuel, lorsqu'on est capable de transmettre l'envie, la curiosité de lire un album, alors, mes chers amis, imaginez quand on arrive à la télévision. Et pour l'anecdote, le Jimmy Corrigan dont je vous parlais tantôt, de Chris Ware, j'en avais parlé à Bande à part un vendredi soir. Et le samedi matin, à la défunte librairie Fichtre sur de Bienville, autre endroit où j'ai vraiment beaucoup dépensé d'argent, qui était tenu par Yves Millet. Yves qui a été une figure emblématique de la bande dessinée québécoise dans la décennie 80 et 90, non seulement comme éditeur, mais aussi comme passeur. Chez Fichtre, c'est là qu'on y trouvait des fanzines. Toute la scène alternative Montréal s'y retrouvait. Des auteurs en bande dessinée y travaillaient. Moi, c'est là que j'ai rencontré Iris. Je crois même que c'est... Non. Jimmy Beaulieu, je crois que je l'avais rencontré la première fois au Archambault. Mais bref, c'était vraiment un lieu où il y avait vraiment une saine émulation. Et donc, j'avais parlé de Jimmy Corrigan un vendredi soir à une émission de musique émergente et le samedi matin. Et là, de Jimmy Corrigan, la copie en français publiée aux éditions Delcourt, qui se détaillait à 80 $ canadiens. Et le lendemain, je suis passé chez Fichtre et Yves Millet me dit... il dit, hey, la prochaine fois que tu parles de bande dessinée là, à la radio, peux-tu me le dire à l'avance? Je dis, ben oui, mais pourquoi? Il dit, j'ai vendu toutes mes copies. Alors, j'avais réussi à faire vendre du Jimmy Corrigan à 80 $ à la radio. Et j'étais très étonné, mais en même temps très heureux de la chose. Alors, je me disais, bon, je pense que je suis capable de transmettre dans une certaine mesure cette passion-là qui m'anime. Donc, je fais un saut dans le temps. On arrive en 2006 et je me retrouve donc collaborateur à l'émission Motulu qui a été une aventure extraordinaire. On avait des grandes parts de marché à l'époque. C'était éminemment plaisant à faire. Et je vous dirais que là, j'ai commencé à faire mes classes.
ça a été très, très formateur. Et l'émission, qui était à sa 2e saison, n'a pas été reconduite. On en était tous tristes. Mais je tiens quand même, encore une fois, à remercier Pierre et Sylvie, que j'ai retrouvés par la suite comme comédiens dans L'Auberge du Chien Noir. Parce que ça a été une chance inouïe, une chance extraordinaire. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a permis par la suite de poursuivre. D'ailleurs, sur un coup de tête, l'année précédente, et là je vous rappelle, en 2005, Facebook n'existe pas, là. J'ai décidé en décembre que j'allais au Festival d'Angoulême le janvier suivant, donc un mois à peine après. Je ne sais pas si vous savez, mais le Festival international d'Angoulême reçut une petite ville allée de 25 000 habitants. Et durant le festival, c'est plus de 200 000 personnes qui sont là. Alors évidemment, il y a deux choses qui sont extrêmement difficiles à Angoulême sur festival. C'est se trouver du logement, puis se trouver une place dans un restaurant pour manger. Alors sur un coup de tête, je me dis, bon, je vais à Angoulême. Par un miracle incroyable, j'ai fait 2 appels téléphoniques. Et le 2e appel téléphonique, j'ai réussi à louer une chambre. Et je l'ai dit à personne. Parce que je savais que Jimmy Beaulieu serait là, je savais que Martin et Fred de La Pastèque seraient là. Bref, et je me souviens qu'à l'époque, pour une pièce de théâtre, je m'étais laissé pousser une espèce de grosse barbe de bûcheron. Je m'étais pas rasé pendant des mois et je débarque à Angoulême pendant la grève des trains, parce que bon, en France, la grève, c'est un sport national. Alors, je vous épargne les aventures. J'ai réussi à me rendre à Angoulême, contre toute attente. Et là, j'ai vécu ce festival-là. C'était l'année où Marjane Satrapi avait gagné le Grand Prix. Et c'était Zep, le président d'honneur. Paraît que cette année-là avait été assez achalandée. Moi, je vous le confirme, c'était fou. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Je me souviens de m'être pointé devant Jimmy Beaulieu qui était en dédicace, sans l'avertir. Donc, ça a été une super expérience. Par contre, faut vraiment aimer les bains de foule. Et j'y retournerai dans le futur à Angoulême. J'y retourne en 2012. Cette fois-ci comme chroniqueur. Je vous en parlerai un peu plus loin. Donc là, j'en profite pour saluer, parce qu'on est diffusé live sur Facebook, j'en profite pour saluer Marc Gagnon, qui me demande, est-ce que tes chroniques existent encore de Motulu? C'est quelque part peut-être sur un CD ou un DVD dans mes archives, mais non, je crois pas que ça se trouve. Et c'est correct, hein? Parce que c'était fort probablement très peu habile. Et se voir jeune, mince, fringant, avec des cheveux, c'est un peu triste. Fin de la parenthèse. Donc, dans ces années-là d'ailleurs, là, autour de 2004, Michel Rabagliati, à cette époque-là, en 2004, il y a, je crois qu'il y a 3 albums de Paul de parus. Et il accorde une entrevue radiophonique au micro de Marie-France Bazot, qui était à l'époque Morning Woman à la radio de Radio-Canada. Je pense qu'elle faisait le bloc de fin d'avant-midi. Et là, il s'est passé quelque chose. Tout à coup, Michel a atteint une espèce de nouvelle vitesse de croisière. Et là, tout à coup, tranquillement, la bande dessinée s'est mise à occuper un espace médiatique. Mais là, vraiment... Je pense aussi que ce qui a aidé dans le cas de La Pastèque, c'est qu'à l'époque, ils avaient aussi lancé le chantier de réédition des Michel Risque en intégrale pour ensuite se lancer dans Red Ketchup. Et ai-je besoin de vous rappeler que Red Ketchup de Réal Godbout et Pierre Fournier... c'est une série mythique dans la bande dessinée québécoise. C'est d'ailleurs, le personnage a été publié également chez Dargaud dans les années 90 sous 3 albums. Mais pour des raisons très très obscures, opaques, on ne saura jamais vraiment le nombre de ventes. Les albums ont été pilonnés. Ça a été fait un peu... en tout cas, c'est très très obscur tout ça quand on se lance dans des recherches, là. Bref, donc, là, tout à coup... il commence à se passer quelque chose. Et donc, là, je fais un saut dans le temps.
2010, la structure éditoriale Part à Part naît, avec à sa tête Luc Bossé. Quelques années auparavant, il y a Front Froid, piloté par Gauthier Langevin. Il y a aussi des éditeurs qui disparaissent. C'est le cas de Zone Convective, entre autres. En 2012, La Mauvaise Tête débarque. Donc, bref, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Et le Journal de Montréal me contacte en mes services de comédien pour que j'aille couvrir l'été 2011 le théâtre d'été. Ils ont eu l'idée de demander à un acteur de critiquer des pièces de théâtre d'été. Bon, alors évidemment, quand on m'a fait cette offre-là, et c'est Michel Coudélard qui est venu me chercher, cher Michel, que j'aime vraiment beaucoup, moi j'avais en tête de leur proposer, à la fin de la saison, une chronique bande dessinée. Alors, tout l'été, comme j'étais pas comme comédien attaché à aucune production théâtrale, j'ai fait le tour d'une partie du Québec. Je suis allé voir des pièces de théâtre. J'ai écrit des articles dans ma voiture, au restaurant. Et avec cette idée de me dire, si je fais bien mon travail et que mon travail est apprécié au journal, à l'automne, je vais leur faire une proposition, celle de devenir chroniqueur bande dessinée. Parce qu'évidemment, dans les journaux, à l'époque, il y avait Alexandre à la presse, il y avait Fabien Deglise au Devoir. Tu sais, il y a quand même eu plusieurs chroniqueurs. Je veux dire, déjà dans les années 70, déjà dans les années 80, Jacques Sanson, mon bon ami Jacques Sanson, tenait une chronique sur la bande dessinée québécoise dans les cahiers de la bande dessinée, les réputés cahiers de la bande dessinée en Europe. Donc, c'était quand même pas rien. Il y a quand même une culture de journalisme bande dessinée. Mais sporadiquement, et je vous mets au défi, si vous vous lancez dans des recherches d'archives, vous allez voir, il y avait pas une très grande tradition. Il y avait des voix fortes. Il y avait Denis aussi au Devoir à la fin des années 90, 2000. En tout cas, il y avait quand même des gens extrêmement compétents. Nicolas Titley aussi, tiens, qui était au Voir, si je ne m'abuse. Et bref, j'en reviens à mon idée. Et donc, tout l'été, et j'ai pas besoin de vous dire que d'aller critiquer mes collègues, ça a été une expérience particulière. J'ai été super bien accueilli, évidemment, dans tous les théâtres. Je connaissais pratiquement tout le monde. C'était un peu étrange comme rapport. Mais je m'accrochais en me disant, ça va marcher, je vais leur faire mon pitch. Et donc, le pitch est le suivant. J'ai fait une liste en partant de l'idée que j'aurais une chronique par semaine. J'ai fait une liste de 52 sujets en bande dessinée québécoise. Et donc, Michel Coudélard, contente de mon travail, me dit « Jean-Dominique, on aimerait te garder comme critique à l'année pour le théâtre ou pour le Journal de Montréal. » Et là, je vois le piège arriver. Je me dis « Ça y est, si je fais ça, je suis mort comme comédien. Et il faut pas que je fasse ça. » Et donc là, j'ai demandé à rencontrer Michel Coudélard et je lui ai proposé ça. Elle a été extraordinaire. Parce que... avec son espèce de petit œil rieur, elle m'a dit « Est-ce que tu considères que tu as assez de matière, Jean-Dominique, pour faire ça plus de 2 semaines? » Je savais que la question était pour arriver. Et là, j'ai sorti ma liste de 52 sujets. Et elle m'a dit « OK. Alors, Jean-Dominique, le but, c'est que tu livres tes papiers à temps, qu'ils soient bien écrits, et après, on verra. » Et donc, on est à l'automne 2011, et je fais ma première entrevue avec Jean Pollade pour Le Fond du Trou. Et donc ça, c'est au mois de septembre 2011. Et les 2 premières années, dans le Journal de Montréal, je publiais en moyenne un article par semaine, parfois même souvent 2. Et à l'époque aussi, Michel, qui s'occupait du blog du Journal de Montréal, que je salue d'ailleurs, qui est un être formidable, un passionné de radio et un passionné de bande dessinée aussi. Michel est venu me chercher pour le blog. Il m'a dit « Jean-Dominique, tu as envie d'écrire des billets? Il faudrait que tu écrives 1-2 billets par semaine. » Alors, j'écrivais 2 billets par semaine, plus 1 à 2 articles par semaine dans le Journal de Montréal, en me disant « Là, le métier va rentrer. » C'est extrêmement difficile, et ça, je pense que les artistes vont comprendre très très bien. C'est extrêmement difficile de se lire,
de se regarder, de s'écouter. Parce que ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce sont nos défauts. Ça prend une vie à... Ça prend au moins une vie, sinon 3-4 dans mon cas, pour vraiment arriver à faire la paix avec ça. Alors évidemment, j'avais mes croûtes à manger et comme je n'ai fait aucune école de journalisme, là je me suis dit, il faut vraiment que je fasse bien mes recherches. Comme j'étais un lecteur de longue date, évidemment, j'ai fait comme tout le monde. Dans un premier temps, on imite. Puis par la suite, tranquillement, on se développe notre propre voix. Et on fait ça, je pense, dans tous les médiums, pas juste en écriture. Et j'étais très content d'écrire pour le Journal de Montréal. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je suis toujours très heureux d'avoir cette tribune-là parce que je ne m'adresse aucunement à des gens gagnés d'avance. Le Journal de Montréal est lu dans les restaurants, les bineries le matin, les gens tournent les pages. Et là, le défi, c'est que avec un visuel et mon écriture, c'est d'essayer de garder les gens sur cette page, premièrement. Et deuxièmement, essayer de susciter la rencontre entre un album et un lecteur ou une lectrice potentielle. Alors, moi, je vois mon travail comme un d'entremetteur. Et je me disais, c'est vraiment là que je vais pouvoir prendre la pleine mesure de l'état des lieux. Et ceci dit, je n'ai pas la prétention d'être parti en mission. Pour moi, la bande dessinée, et la bande dessinée québécoise en particulier, je n'ai pas pris un bâton de pèlerin. Je me suis jamais donné pour mission de défendre. C'est simplement une passion et aussi cette idée que... et là, j'ouvre une autre parenthèse. C'est qu'au Québec, là, comme partout ailleurs, il y en a du talent. Et à l'époque, il y en avait déjà du talent. Le problème, c'est qu'il manquait de structure éditoriale. Il manquait de structure mise en place. Et c'était ça le défi. C'était de dire, une fois par semaine, moi, je vais me donner le défi de parler d'artisans locaux, de susciter les rencontres et de pas juste parler de nouveautés, mais aussi parler de fond. Parler d'auteurs qui ont moins de visibilité. Et donc, j'ai entrepris ce travail-là, toujours avec cette sensation qu'à tout moment, et ça, c'est le propre de la vie des pigistes et des travailleurs autonomes, et je pense que présentement, plus que jamais, mes congénères... dans la situation actuelle du COVID-19, on se retrouve sans travail et sans source de revenus. Mais bon, bref, je me prends au jeu et j'écris. Et comme je suis dans l'action, j'ai pas vraiment le temps de prendre un recul critique nécessaire pour commencer à m'auto-flageller. Ce à quoi j'excelle d'ailleurs. Mais bon, ça, j'en parlerai pas avec vous. J'en parle avec mon thérapeute amplement. Tout va très bien, merci. Et bref, et donc ces 2 premières années-là, je travaille. Et à un moment donné, je me mets à me relire et là, je saigne des yeux. Mais bon, en même temps, je sais que pour apprendre, il faut se tromper. C'est un principe que j'ai... c'est un principe que j'ai appliqué lors de ma formation à l'école de théâtre. D'ailleurs, mes 12 collègues avec qui j'ai gradué pourraient vous en parler amplement. Je me souviens d'une session d'improvisation pénible où l'enseignante Diane, bonjour Diane, m'avait fait improviser pendant 1h15. Et c'était pourri, mes amis, là, mais pourri de chez pourri. Et la consigne, c'est que tant et aussi longtemps qu'elle ne signifiait pas que l'improvisation était terminée, je devais poursuivre. 1h15 de souffrance, mes chers amis. Ça, c'est pire que de lire Le soulier de satin de Claudel, je vous le confirme. Donc, j'ai compris qu'il fallait nécessairement se tromper pour grandir. Et donc, j'ai essayé d'être un peu indulgent envers moi-même. Et bref, en 2013, arrive un changement de patronat à la direction du Journal de Montréal et je suis tombé à 1 fois par mois.
Et depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, 2020, je publie donc environ un article par mois. D'ailleurs, avant le départ de Michel Coudélar, qui était extraordinaire, dois-je le rappeler, je me souviens, c'est à l'époque où moi, quand j'avais des idées, j'allais à la rédaction du Journal de Montréal et je téléphonais Michel, je disais « Michel, je suis dans le coin, je m'en viens te voir. » Et je rentre dans le bureau de Michel et je dis « Hey Michel, j'ai eu une super idée. » Il n'y a aucun Québécois qui a couvert sur une base quotidienne le festival d'Angoulême. Oui, il y a eu des comptes rendus. Oui, il y a des journalistes, il y a des gens qui sont allés. Jacques Sanson est allé notamment à Angoulême. Et l'idée que j'avais, c'était de m'associer avec un illustrateur ou une illustratrice qui serait du voyage là-bas. Et donc, à l'époque, j'ai proposé ça à Eva Rollin, qui vivait au Québec. Et donc, et moi, je me suis dit, elle va me dire non, Michel. C'est sûr qu'elle va me dire non, mais qui ne tente rien n'a rien. Et je l'ai eu. Et ça a pris 15 secondes. Je dis, hey, Michel, j'ai une super idée. Je pourrais aller couvrir le festival d'Angoulême. Et là, je commence à préparer mes arguments. Elle fait, oui, bonne idée, tu vas y aller. OK, mais elle dit non, il n'y a pas de problème. Elle dit, est-ce que tu es en mesure de me livrer un article par jour? Je dis, ben oui, Michel, il n'y a rien là. Et quelle folie. En tout cas. Et donc là, je suis allé voir le graphiste. On a convenu d'une grille, tout ça. Et donc, j'avais écrit 2 articles en amont du départ pour contextualiser un peu la chose. Et comme j'étais déjà allé à Angoulême en 2005, j'avais déjà mes repères. Alors, je pars à l'époque avec un ordi portatif, un scanner. C'était terrible. Il faisait un temps de chien, mais de chien, il mouillait. C'était terrible. J'ai couru pendant Angoulême. Ce qui m'a aidé, c'est le décalage horaire. Alors moi, j'avais 6 heures d'avance sur le Québec. Alors là, en fait, la course, c'était pas tant ma portion que celle d'Eva, parce qu'il fallait d'abord que je trouve le sujet, que j'écrive l'article et qu'ensuite Eva Rollin puisse l'illustrer. Alors elle, mes chers amis, elle n'a pas chômé. Elle a dessiné sur sa tablette graphique et on a livré des trucs là, à l'extrême dernière seconde. D'ailleurs, à Angoulême, la salle pour les médias, pour les journalistes et les chroniqueurs était située à l'hôtel de ville. Je crois que c'est encore le cas. Et à l'époque, il y avait un problème de Wi-Fi et le Wi-Fi plantait constamment. Et ce qui était formidable, c'est qu'on entendait sacrer dans à peu près toutes les langues à l'hôtel de ville d'Angoulême, en italien, en allemand. Et pour l'anecdote, j'essayais d'envoyer justement un article, ça fonctionnait pas. Et là, comme tout le monde gueulait, je suis sorti, je me suis assis sur un banc dans le corridor, à côté d'un type avec une tuque, qui avait l'air à trouver ça très marrant. Et je m'assois à côté de lui, je le salue, c'est un anglophone, je sors mon anglais du dimanche, mais du dimanche matin, par contre. Et commence à m'entretenir avec lui. Lui, il trouve ça très drôle que les gens paniquent, tout ça. Et là, je lui demande, qu'est-ce que vous faites en Angoulême? Il dit, Et là, j'allume. Je dis, excusez-moi, vous êtes auteur, vous? Il me dit, oui. Je dis, seriez-vous Joe Sacco, par hasard? Et il me dit, oui. Et là, je comprends que de voir des gens s'affoler parce que le Wi-Fi plante, alors que lui a couvert des zones de guerre, ça permet de mettre les choses en perspective, dirons-nous. Alors, j'avais trouvé ça éminemment sympathique. Donc, bref, on a travaillé comme des fous, Eva Rollin et moi. Ça a été une épopée formidable. Je ne referai jamais plus ça. Je suis revenu très, très malade. J'ai été hospitalisé. Ça a été terrible. J'ai chopé un truc là-bas. Mais bon... En même temps, ça a permis de me faire vivre une expérience formidable. D'ailleurs, j'avais fait une entrevue avec Guy Delisle le samedi, je me souviens. C'était pas la première fois que je parlais avec Guy. Ah, d'ailleurs, tiens, je fais un saut dans le temps. Excusez-moi, je reviens au premier Angoulême en 2005. En parlant avec Philippe Girard l'autre fois, Philippe, il me dit, tu te souviens la première fois qu'on s'est vu? Je me suis dit, probablement dans un lancement de mécanique générale. Puis il me dit non. C'était à Angoulême, en 2005. Alors, ils étaient attablés au Chat Noir. Il y avait Jimmy, il y avait Philippe, Guy Delisle, Michel Rabagliati. Et Philippe m'a rappelé, je m'en souvenais pas du tout. Mais
semble-t-il que je me suis écrié. J'ai dit, mon Dieu, voici une tablée de légendes vivantes. Alors, si j'ai dit ça, et j'ai tendance à croire Philippe, je suis tout à fait en accord avec cette affirmation encore aujourd'hui. Vous savez, j'ai un immense respect pour les artistes québécois, qui soient publiés ici au Québec ou à l'étranger. C'est des gens qui travaillent très, très fort. Et pas que dans la bande dessinée, mais je vous dirais en général au Québec, dans les différentes sphères culturelles, on est dans un si petit milieu que ça amène constamment les gens à se dépasser. Il y a des gens qui disent que le meilleur théâtre se fait ici. Et là, j'aimerais ça prêcher pour ma paroisse, mais j'ai vu du théâtre à Londres, là, puis pas mal dur à battre, là. Mais ceci dit, il y a vraiment un bassin d'auteurs, d'autrices, d'artisans éminemment talentueux au Québec. J'aime avoir raison, comme tout le monde. Et lorsque je repense à cette réunion avec Michel Coudélar en 2011, lorsque je m'apprête à lui sortir ma liste de 52 sujets québécois, j'avais vu juste. C'était quand même un peu de la frime. C'est-à-dire que je ne me sentais pas capable de faire ça. Je savais que les sujets étaient là, mais je me sentais pas capable, je me sentais pas apte à faire ça. J'avais un sentiment d'imposture énorme. Mais comme je suis frondeur, fonceur, finalement, c'est ce qui a pris le dessus. Donc ça, c'était la parenthèse pour mon premier Angoulême en 2005. Donc 2012, qui gagne le Grand Prix d'Angoulême? Guy Delisle. C'était très facile à l'époque de savoir le dimanche. Cette année-là, en tout cas, c'était le dimanche en après-midi, l'annonce du Grand Prix. En fait, c'était facile à savoir si on était le moindrement observateur et au bon endroit au bon moment, parce que le kiosque où il y avait le gros panneau Chronique de Jérusalem avec pas des monticules, là, des montagnes d'albums, ça s'est vidé. L'éditeur a sorti tout ça. Alors tu te dis, pourquoi un dimanche avant le Grand Prix, pourquoi tu sors tous les albums? C'est comme ça, comme la remise de prix, c'est ce qui fermait le festival. Et d'ailleurs, je vous jure, là, lorsque vous êtes à Angoulême le lundi matin, il y a 175 000 personnes de moins. Là. C'est vraiment un choc thermique incroyable. C'est ça. Donc, les copies sont retournées chez les distributeurs respectifs, justement pour renflouer, les libraires. Parce que là, un Grand Prix d'Angoulême, là, en Europe, ça a des répercussions énormes. Alors, et je me souviens aussi en 2012, peu de temps avant le décès de Fred, l'auteur de Philémon, j'avais eu la chance d'aller voir son exposition, qui était... C'était unique. C'était tellement formidable. Et il était là, cet homme-là fatigué, qui sortait d'une longue période d'hospitalisation. C'était en quelque sorte son chant du cygne. Et oui, c'était pas en quelque sorte, c'était vraiment son chant du cygne. Et les organisateurs du festival, avec à sa tête à l'époque Benoît Mouchard, qui depuis plusieurs années maintenant est à Casterman, ils ont voulu le célébrer avant son départ. Et il a fait une allocution le dimanche à la remise du Grand Prix. Et c'était tellement émouvant de voir une salle entière redevenir des lecteurs de Philémon. Et de voir cette espèce de grand sage poète, cette espèce de grand homme de cœur et de poésie s'adresser à nous et briller de mille feux comme s'il avait encore l'âge sa jeune trentaine, alors qu'il faisait les épisodes de Philémon. Extraordinaire série. Si vous avez jamais lu ça, alors là, il faut y remédier. Et j'avais rencontré donc Fred, et je suis toujours
Je suis toujours très émotif quand je parle de ce moment-là parce que, vous savez, oui, j'ai un immense respect à l'endroit des auteurs, mais j'ai aussi un très, très grand droit de réserve. C'est-à-dire que je suis pas... moi, je me lance pas pour faire dédicacer des albums. Et c'est correct, ceux qui font... c'est pas un jugement de valeur, mais ce que je veux dire, c'est que je respecte cette espèce de distance-là, de toute façon, qu'impose mon travail. Mais quand vous faites face à quelqu'un comme Fred, c'est difficile de ne pas perdre un peu ses moyens et d'être désarmé devant ce qui était un homme foncièrement gentil et un immense talent et d'une inventivité. Écoutez, l'exposition, il y avait des originaux d'accrochés au mur là, et on voyait, là, il utilisait... Il dessinait avec des têtes d'allumettes trempées dans l'encre quand sa plume fonctionnait plus. Je veux dire, c'était tellement inventif. Et donc, il est mort très, très peu de temps après le festival. Et si je vous parle de ça, c'est toujours dans l'idée de cette trajectoire qui est la mienne, qui est comme une somme d'accidents, de circonstances, de hasards. Il y a Bernard Fauché, animateur émérite à la radio de Radio-Canada, qui me lit dans le Journal de Montréal, et je l'ignore, j'ai jamais rencontré Bernard, mais comme je suis un fidèle auditeur de la première chaîne de Radio-Canada, évidemment, je connais très très bien son travail. Et lorsqu'il lit mon article hommage à Fred, il est ému de mon papier et il me contacte pour m'inviter à son émission qui s'appelait La Nuit qui bat. Une émission de nuit à la première chaîne de Radio-Canada. Et il me dit, écoute, j'aimerais ça que tu viennes me parler de bande dessinée. Et moi, j'accepte parce que je dois vous dire que mon médium de prédilection, comme auditeur, comme consommateur, c'est la radio. Je suis un grand auditeur ben, maintenant de balado, évidemment, mais aussi de radio. Et si j'avais à choisir un médium pour le restant de mes jours, je choisirais la radio. Pour plusieurs raisons que je n'énumérerai pas, mais c'est un médium de transmission de toute façon extraordinaire. Et donc, je me rends à Radio-Canada avec un track, qui est le track de l'imposteur. Et c'est très particulier, la radio de nuit. Ça n'existe plus d'ailleurs à Radio-Canada. Hein. Mais à l'époque, bon, j'arrive au studio, Bernard est là, il mange du popcorn. J'avais jamais vu ça, moi, un animateur de radio qui mange un aliment qui vous sabote la diction. Il n'y a rien de pire que de manger du popcorn. Ça vous assèche la bouche, ça vous envoie des motons dans la gorge, ça altère nécessairement votre diction, mais ce gars-là est un pro extraordinaire. Quand je suis rentré en studio, il me dit « Du popcorn, Jean-Dominique? » Ah non, merci, j'ai décliné poliment. Je me suis dit « Mon Dieu, déjà que je suis sur le bord de l'apoplexie, si je mange du popcorn, c'est fini, j'explose. » Et donc, vous savez, à la radio... En tout cas, à la radio de Radio-Canada, parce que c'est là que j'en ai fait, vous avez une espèce de petite minuterie électronique qui vous dit là, le segment, le temps, et le temps défile, et vous êtes toujours assis dos à la régie, l'invité. Parce que l'animateur fait face à la régie et il peut communiquer de manière visuelle avec la réalisation, l'équipe technique derrière. Et là, je vais toujours me souvenir... Je commence à parler, puis je pense que c'est un bloc de 10 minutes. Et je voyais le temps défiler. Et c'était pas vraiment une chronique. Je pense que si je me souviens bien, il me semble que c'était plus une conversation un peu à bâton rompu. Et je voyais Bernard qui faisait le signe avec le doigt de tourner pour ajouter du temps. Et je regardais ma minuterie et je voyais un autre 10 minutes apparaître. Et là, je me disais, OK... Alors, je vais reparler 10 minutes. Et là, on continue à parler. Et finalement, je pense, si ma mémoire est bonne, je pense que le premier segment, j'avais fait 40 minutes. C'était en 2012, pendant les manifestations, d'ailleurs, du printemps érable. Ouais. Pour l'anecdote, d'ailleurs, je me souviens une fois j'étais convoqué à la radio de nuit avec Bernard et je commençais très tôt le lendemain matin en enregistrement à l'Auberge du Chien Noir à la télé de Radio-Canada et donc je suis pas retourné chez nous. Je suis allé dans ma loge et j'avais comme une espèce de petit lit de camp et voilà. Et ce qu'on ferait pas pour la pige, jeunesse.
Et d'ailleurs, l'émission Radiorama de nuit, l'année suivante, l'émission n'est pas reconduite parce qu'on enlève le segment de nuit. Par contre, Bernard a quand même un micro et c'est en soirée, ça s'appelait Radiorama. Et là, il y avait quelques chroniqueurs. Et donc, là, je suis devenu vraiment chroniqueur attitré. J'étais là une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Je me souviens très bien d'avoir parlé de Charlie Hebdo. Sur la BD sur Allah. J'avais chroniqué ça et je me souviens qu'à l'époque, j'avais dit, ouf, là, j'en avais parlé avec l'équipe en disant, c'est quand même, il faut que je fasse attention. Et c'est drôle parce que l'auteur qui est décédé dans les attentats en 2015, les attentats de Charlie Hebdo, avait pris, c'est très très gentil de sa part, mais il avait eu la gentillesse de m'écrire pour me remercier d'avoir parlé de l'album à la radio nationale. Et donc bref, j'ai été chroniqueur, je crois, pendant 2 saisons à cette émission-là. Et là, pour vrai, à partir de ce moment-là, pour moi, la radio, c'était... Mais aussi la chance de faire de la radio avec des gens de talent comme Bernard Fauché, ou Jacques d'Aujourd'hui l'Histoire, émission à laquelle je collabore sur une base irrégulière, Jacques Beauchamp. Ce sont des machines. Ce sont littéralement des machines de radio. Et on apprend beaucoup au contact de ces grands-là. Et donc, bien modestement, c'est toujours un plaisir. Et c'est cette pulsion-là qui m'a amené à me lancer dans cette idée un peu saugrenue, dois-je dire, de balado, mais aussi parce que c'est une invitation qui m'avait été lancée. J'y croyais pas vraiment, et puis 31 épisodes plus tard, je suis encore là. Donc, en 2013, la revue de l'Association des libraires du Québec, la revue Les Libraires, me lance l'invitation, m'offre une tribune que j'ai toujours depuis. C'est toujours un grand bonheur également d'écrire pour eux. Alors là, tout à coup, je m'adresse à un tout autre lectorat. Ce qui est aussi, une très bonne chose. Et 2, c'est que ça m'a amené au niveau de l'écriture, puis au niveau de la vision, de l'analyse, ça m'a amené à développer mon travail et à me dire, OK, là, j'ai tant de mots pour parler d'un album, je m'adresse à qui? Parce que, bon, il faut savoir à qui on s'adresse. C'est une chose qui est, je pense, très importante. Et mon arrivée au libraire m'a été vraiment bénéfique. Ça a ouvert beaucoup de perspectives. Alors là, tout à coup, et depuis, je mène 2 tribunes complètement différentes qui s'adressent à des publics dont certains se recoupent, là, évidemment. Mais c'est là, je m'adresse aux libraires, je m'adresse à des lecteurs avertis, je m'adresse à des gens conquis pour la cause. Et difficile de vous dire si c'est plus difficile d'écrire pour des convaincus que pour des néophytes. De toute façon, écrire, c'est profondément difficile. C'est très, très, très difficile d'écrire. Et je vous dirais que plus j'écris, plus je trouve ça difficile, plus ça me prend de temps. Oui, c'est une chose, c'est un acte difficile. Et donc là, en 2013, fort de toutes ces expériences-là, j'ai l'idée un peu folle de lancer une structure éditoriale, mes chers amis, afin de publier des ouvrages de référence sur la bande dessinée québécoise. Alors là, ça ou le mot utopie, c'est à peu près la même chose. Alors, pour le bénéfice des gens en ligne, voilà, c'est des ouvrages, donc j'ai publié BDQ, Histoire de la bande dessinée au Québec de Michel Viault, Lecture en bande dessinée de Jacques Sanson, voyons, j'essaie de... Du chien dent dans le printemps de Sylvain Lemay. J'avais également publié la revue Sentinelle, qui était un collectif d'auteurs qui proposait des analyses. J'y ai même publié un livre moi-même. À cette même période-là, je contribue à un ouvrage qui s'appelle Les Anécros, qui retrace l'histoire du magazine, coécrit avec Michel Viault. Là, bref, ça bouge beaucoup et ça tombe bien parce que là, il y a vraiment une grande émulation dans le milieu de la bande dessinée québécoise. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs structures éditoriales en place. Le fait, évidemment, que
Michel Rabagliati, en 2010, ait remporté un prix à Angoulême, c'est quand même pas rien. Là. C'est une première au Québec, à l'époque. Donc là, ça bouge beaucoup au Québec. Et la vie étant ce qu'elle est, tout à coup, je tombe à une fois par mois. Je n'ai qu'une tribune par mois avec le Journal de Montréal et 3 articles par année dans les libraires. Alors, c'est difficile parce que là, tout à coup, moi, comme chroniqueur, je suis confronté à faire des choix déchirants parce que je peux pas parler de tout. Alors que quand on a un article par semaine, c'est énormément de travail. Je suis pas sûr que je pourrais survivre à ce rythme-là aujourd'hui, quoique. Mais ça a été par moments profondément frustrant. J'aurais aimé avoir plus de temps, plus d'espace, parce que aujourd'hui, avec le recul, j'ai pas pu parler de tout. Évidemment, c'est impossible de parler de tout, mais j'aurais préféré parler encore plus, développer ce travail-là. Bref, pas en train de me plaindre, là. Aucunement. Et en 2016, je me lance dans un projet fou qui n'est pas du tout prévu dans ma vie. Ce projet, avec Christian Viel, c'est d'ouvrir une librairie spécialisée en bande dessinée à Montréal, dans le quartier d'Hochelaga. Encore une fois, ça pourrait résumer le mot utopie. Hein? Mais bon, on se lance là-dedans. Et pour moi, avec le recul, je me rends compte que ça s'inscrit dans une certaine logique au niveau de mon parcours, parce que la bande dessinée, ce médium-là, a toujours pris de plus en plus d'importance dans ma vie. Hey, d'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous dire ça, mais ça me revient à l'esprit là. C'est pas du tout dans mes notes, là. En 99, un an avant de finir à l'école de théâtre, avec Marianne Alpin et François Caffiot, j'avais adapté des bandes dessinées de Louis Trondheim et j'avais monté une courte pièce de théâtre à la Petite Licorne sur Papineau. Ah oui, donc voyez-vous, moi, mes débuts au théâtre professionnel, et c'était d'ailleurs la seule mise en scène que j'ai faite de ma vie, mais je jouais aussi dans cette pièce et mes débuts professionnels au théâtre étaient en lien avec la bande dessinée. C'est fou, hein? Ça vient de me happer comme ça. Et donc, tout ce parcours-là, pour en arriver à avoir un contact encore plus direct avec les lecteurs. Évidemment, quand on écrit et qu'on est publié dans un journal ou qu'on chronique à la radio, il y a toujours un intermédiaire qui est le médium. Mais par contre, quand vous faites face à un lecteur et que vous lui parlez d'un livre, là, directement, c'est une toute autre expérience et une toute autre perspective. Et en toute humilité, je pense que fort de toutes ces expériences-là, ça fait en sorte que j'imagine que ça fait de moi un pas pire libraire. J'ose espérer. Il y a quelque chose de... Vous savez, moi, mon père était vendeur d'auto. Un métier impitoyable. Et quand j'étais jeune, on me disait « Ah, tu vas faire comme ton père, tu vas être un vendeur de voitures. » Et j'ai dit « Jamais, je ne ferai jamais de vente. » Il faut jamais dire jamais. Hein? Parce qu'au final, être un artiste, c'est d'abord se vendre, ce qui est terrible quand on n'est pas très bon en vente. Mais par contre, pour la bande dessinée, comme j'ai pas à me mettre moi à l'avant-scène, que je dois défendre un objet culturel, alors là, tout à coup, je me suis dit « Ah ben tiens, je suis pas si mal. » D'ailleurs, souvent on me pose la question, mettons là, nomme-moi ta bande dessinée que tu as préférée. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Moi, quand je fais mon travail de chroniqueur, je suis pas là pour vous parler d'albums. Évidemment, c'est pas des albums que j'ai... C'est pas des albums que j'ai détestés. Il y a pas d'album... Oui, il y a un album que j'ai détesté. Vraiment. Vraiment, profondément. Ça m'a profondément insulté. C'est le machin de Johan Sfar, là. Tokyo, là. Une espèce de truc, là, torché. Ceci dit, Johan Sfar, c'est un grand créateur qui a fait des œuvres admirables, mais cet album-là,
je me disais, mais est-ce qu'il y a un éditeur à bord? Parce qu'il faut encadrer les autres. Tu sais, il faut encadrer les artistes. Moi, dans ma pratique de comédien, je suis dirigé par un metteur en scène, je suis dirigé par un réalisateur, une réalisatrice. Je suis même dirigé par l'écriture. C'est pas moi qui l'écris. Alors, déjà là, j'ai une directive, j'ai une direction, j'ai quelque chose. Je pense qu'il faut que les auteurs soient aussi encadrés par des éditeurs. Je pense que c'est nécessaire. Pas je pense, je confirme. Et d'ailleurs, comme lecteur, je pense que j'ai assez de recul critique maintenant. Je suis capable, maintenant, quand je lis des ouvrages, je suis capable de dire, ah ben tiens, là, tu vois, là, peut-être que l'auteur a pris le dessus. Pour quelle raison? Est-ce que c'est par amitié? Est-ce que parce que c'est devenu une vedette? Bon, ici, on n'a pas trop ce problème-là, mais en Europe, Johan Sfar, à partir du moment qu'il s'est mis à faire du cinéma, alors là, c'est la totale. Et donc, tout ça pour dire que dans ma pratique de chroniqueur, je suis jamais là pour me mettre à l'avant-plan. Jamais. Moi, mon travail, c'est de mettre en lumière un objet culturel et de mettre en relation le public avec cet objet-là. Et d'ailleurs, c'est ça aussi mon travail de libraire. En fait, même comme artiste, lorsque je suis sur scène, ce qui arrive de moins en moins souvent, mauvaise analogie, je voudrais dire aussi la télévision, mauvaise analogie, mais bref, quand je travaille, je porte la parole de quelqu'un, forcément, qui n'est pas la mienne. Dans ma pratique, même si je n'ai aucun diplôme, je tiens à le rappeler, je n'ai aucun diplôme en journalisme. Je suis jamais allé à l'école de communication. Moi, j'ai 3 diplômes au collégial. Mes chers amis, je suis un doctorant du collégial. Je sais, ça en jette beaucoup. Tout ça est ironique, bien sûr. Donc, je travaille à mettre de l'avant l'objet. Toujours trouver un angle. Partant du principe que ce que j'aime ou ce que j'aime pas dans la vie, personne n'en a rien à cirer et que c'est pas de toute manière, c'est pas ça la nature du travail. Je sais que maintenant, il y a un glissement dans les médias conventionnels, c'est-à-dire qu'on vit à une époque où il y a beaucoup plus de chroniqueurs que de journalistes de fond. Et évidemment, j'ai pas besoin de vous le dire. Quand j'écris dans le Journal de Montréal, quand mes papiers sont diffusés, là, sont publiés dans le Journal de Montréal, sont publiés aux côtés d'autres collègues qui sont majoritairement des chroniqueurs et des chroniqueurs d'opinion. On vit à une ère d'opinion et ça, c'est, je pense, en partie dû aux médias sociaux, à l'aspect instantané, au fait aussi que tout le monde a une tribune maintenant. N'importe qui peut avoir une tribune comme ça, instantanément. Mais j'assume mon rôle de chroniqueur dans la mesure où moi, je suis pas là pour faire ni de la propagande, ni pour jeter des pavés dans la mare. Mais je ne suis pas un journaliste, je suis un chroniqueur et donc je fais ce travail-là avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Parce que vous savez, l'imposture, c'est un sentiment très fort qui peut servir de moteur. Et même encore aujourd'hui, je devrais pas, mais je vais l'admettre quand même. J'ai pas étudié dans des sphères universitaires, alors je ne fais pas partie de ce réseau-là. J'en en ferai jamais partie et c'est correct. Mais vous savez, il y a différents castes dans ce milieu-là et peut-être à l'image de ma vie personnelle et de ma vie professionnelle, je suis un électron libre. Je n'appartiens à aucun caste. Mais donc, néanmoins, dans ma pratique, j'ai fait aussi le choix, qu'on me reproche à l'occasion, de ne pas aborder d'œuvre, de corpus d'un point de vue négatif. Pas parce que j'ai peur de représailles. Ceux qui me connaissent bien savent que je sais très bien me défendre et que j'ai des opinions, d'ailleurs, assez tranchées et je les assume et je les affirme, mes chers amis. Je sais qu'il y a des gens qui peinent à imaginer ça, mais si vous me connaissez moindrement dans l'intimité, ça devient rapidement très, très clair. Ceci dit, j'ai un immense respect pour le médium de la bande dessinée. Et comme la bande dessinée au Québec accuse, comme dans plusieurs endroits dans le monde, sauf peut-être en Orient, où là vraiment le manga, c'est dans les mœurs. Et ici en Occident, lire de la bande dessinée, c'est beaucoup... ça se rattache beaucoup à la littérature jeunesse, à l'enfance. Et c'est normal, parce qu'on entre
majoritairement en contact avec le médium de la bande dessinée lorsqu'on est jeune. Mais il y a beaucoup plus que ça. C'est un médium qui est pluriel, qui est multiple, qui est vaste, qui est riche, qui est infini, mais qui souffre d'un immense a priori. Il n'est pas rare qu'on me dise encore aujourd'hui, en 2020, que moi je parle de petits bonhommes puis de livres pour enfants. 2020. Depuis tout le temps que je fais ça. Et des proches, là, des gens de la famille, des gens qui ont aucune idée, en fait, de ce que c'est mon travail. Et donc, j'ai fait le choix de ne pas aborder ce médium-là d'un point de vue négatif. Alors, mon point, c'est que je préfère parler d'albums qui, à mon humble avis, méritent une mise en lumière que de défendre, que de détruire, donc, un album. Ça sert à rien. Pour moi, dans ma pratique, surtout dans un journal comme le Journal de Montréal, où il y a beaucoup d'opinions et où il y a plusieurs collaborateurs qui polarisent l'opinion publique, c'est le moins qu'on puisse dire, je me vois très, très mal, moi aussi, embarquer dans la mêlée et susciter des chicanes pour absolument rien. Alors, je préfère accorder de l'espace à un album qui, à mon humble avis, a un public et mérite d'être mis en lumière, toujours en ayant en tête une ligne éditoriale, un angle. Et aussi, je me permets de faire une petite parenthèse, aussi pour moi, ce qui est très, très important dans mon rôle de passeur, d'entremetteur, c'est de mettre l'œuvre en contexte. Je ne suis pas non plus un historien, je n'ai jamais étudié l'histoire, je ne me prétends pas du tout historien, mais pour moi, c'est important dans mon travail de baliser une chronique d'éléments historiques pour une meilleure mise en contexte. Une œuvre d'art s'inscrit dans une époque, elle dit quelque chose, et si c'est une œuvre d'art majeure, elle va traverser le temps et les époques vont teinter cet objet culturel-là de sa pertinence. Et donc, j'ai pris cette décision-là tout de suite, immédiatement, de me dire non, je vais parler de ce médium-là de façon négative pour marteler à la tête des gens qui se heurtent à leurs foutus a priori, que c'est un médium à part entière, c'est pas un parent pauvre du cinéma, c'est certainement pas un parent pauvre de la littérature, et là, ne m'embarquez pas dans l'histoire du roman graphique, ça va me donner mal au cœur, ça va me mettre de mauvaise humeur, une très très mauvaise idée. Moi, je parle de bande dessinée. Comme un critique de cinéma ne va pas parler de court-métrage ou de moyen-métrage, il va parler de cinéma. Alors moi, je vous parle de bande dessinée. Appelez ça comme vous voulez. Si ça vous convient de parler de roman graphique, tant mieux. Moi, j'utilise bande dessinée. Voilà. Sujet clos. Et si vous pensez que c'est facile de mettre en lumière de façon positive un album, eh bien, détrompez-vous, parce que il faut garder une distance. En tout cas, c'est ma pratique. Moi, j'essaie toujours de garder une distance personnelle par rapport à mon sujet. Des fois, comme ce fut le cas pour mon article écrit sur Fred en 2012, il arrive des moments comme ça où je m'assois devant mon écran d'ordinateur et tout à coup, il y a une connexion qui est plus grande qu'éditoriale. Il y a quelque chose, il y a une pulsion du cœur qui se branche directement. Et ces moments-là sont rares, mais quand ils arrivent, lorsqu'ils arrivent, je les laisse aller. Je me permets ça une fois de temps en temps. J'ai déjà écrit un papier sur Geneviève Castré, peu de temps après son décès. Et Geneviève, je l'avais rencontrée en 2002. Ce fut mon premier topo à bande à part. J'avais réalisé, je fais une autre parenthèse, j'avais réalisé un reportage radio. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'étais pas du tout équipé pour ça. J'étais allé dans un café dans le Myland interviewer Geneviève Castré, qui était très introvertie, très gênée. Et elle était très jeune. Elle avait... moi non plus. Moi aussi, j'étais jeune, là, mais je crois qu'elle avait 19 ans, 18 ans. Elle était très jeune. Et c'est ça, avec l'aide de mon comparse et cousin Mathieu Leduc, qui avait fait le montage final. Là, chez moi, j'écoutais
le mini-disque, puis j'avais écrit le minutage. Donc, j'avais construit mon montage en tête. Puis, alors, il y a des moments comme ça où vous rencontrez des gens, vous rencontrez des auteurs et l'émotion prend le dessus sur la théorie, sur la rhétorique. Et puis, c'est ça arrive à l'occasion. Mais sinon, je garde toujours, comme ces jours-ci d'ailleurs, un bras de distance. C'est très, très important. Ça s'appelle une distance critique. Et ça permet d'éviter de choper des vilains virus. Ou dans ce cas-ci, dans le cas qui m'intéresse en tout cas, d'avoir une distance professionnelle me permet aussi justement de ne pas être en conflit d'intérêts. Pour moi, c'est une... Bon, là, c'est un sujet glissant. Mais c'est une chose fondamentale pour moi. Parce que le Québec, c'est un petit milieu. Et que j'ai pas beaucoup de patience pour ce genre de considération. Alors, puis loin de moi l'envie de magouiller, Dieu m'en garde s'il existe. Semble-t-il que non, selon Nietzsche. Mais cette distance-là, pour moi, elle est primordiale. Et ça permet, je pense, un respect mutuel. Vous savez, écrire pour le Journal de Montréal à l'époque du printemps érable, vous savez ce que ça signifie, ça? Ça signifie se faire dire non par des auteurs qui refusent de m'accorder des entrevues parce que j'écris pour le Journal de Montréal. Évidemment, c'est leur droit fondamental et je respectais ça. Ça m'attristait beaucoup à l'époque parce que je me disais, est-ce que mon travail se réduit à ça? Évidemment, non. Mais en même temps, on ne peut pas forcer les gens. Et je me disais que le pari, c'était de continuer à travailler d'arrache-pied et de me dire qu'à un moment donné, cette somme de travail-là va établir cette espèce de réputation qui va prendre le dessus sur le médium dans lequel je suis publié. Et il y a beaucoup moins de résistance qu'à l'époque. Et ce sont des moments d'humilité comme ça qui vous donnent envie d'être frondeur, mais il faut plutôt choisir l'humilité, puis il faut 100 fois sur le métier, il faut revenir. La bande dessinée aujourd'hui occupe une partie très très grande, très importante dans ma vie. Maintenant que je suis copropriétaire de la librairie Z. Et d'ailleurs, ce projet-là que j'avais avec Christian Viel, c'était l'idée aussi de créer un lieu de diffusion. Parce qu'à un moment où j'ai cessé mes activités de mémoire, parce que publier des livres puis payer des droits d'auteur alors que j'avais 0 subvention, c'était complètement de la folie. Et il n'y avait pas de masse critique de lecteurs pour ça. Et je ne suis pas le premier à avoir fait ça. Jacques Sanson le fait dans les années 80. Marc Tessier, avec les éditions Trip, avec sa super revue. Son important travail à Marc Tessier. Évidemment, je me suis inspiré de ça. J'ai rien inventé et je leur suis redevable à ces gens-là. Eh bien, l'idée avec la librairie, c'était ça aussi. C'était tout à coup, voilà, c'est un balado, c'est un blog. C'est d'aller à la rencontre des lecteurs, de susciter les rencontres entre les lecteurs et les créateurs, les éditeurs, et donc de faire des expositions, de consacrer des rétrospectives à des auteurs. Et là, tout à coup, fort de toute cette expérience d'écriture-là, d'enfin me lancer dans cette idée un peu folle de faire de consacrer des rétrospectives à des auteurs québécois ici à la librairie, mais de rédiger également un catalogue, une publication de 32 pages qui retrace leur carrière. Je l'ai fait pour Jimmy Beaulieu, je l'ai fait pour Philippe Girard, là je suis en train de le faire pour Louis Rémillard. J'aurais jamais
été prêt avant ça pour le faire. Je considère que je suis plus ou moins encore prêt, mais je le fais pareil, je me lance, j'y vais dans l'action. Vous dire le bonheur que ça m'apporte de faire ça, il est grand. Et tout ça, je peux le faire en grande partie à cause de la générosité des auteurs. Et je profite de ce micro-là pour l'en remercier. Remercier les gens du milieu, donc les éditeurs, les auteurs, tous ces gens, tous les acteurs du milieu qui m'ouvrent leurs portes, qui m'accueillent et qui me permettent de faire ce travail-là ce travail-là qui me passionne, mais un travail quand même... bon, évidemment, je ne suis pas en train de travailler dans une mine, là. C'est pas... je veux dire, ma vie n'est pas en jeu, évidemment. Et Dieu sait que des emplois difficiles, mes chers amis, j'en ai eu beaucoup. Ouais. Mais c'est ça, c'est grâce à ces gens-là, je peux me permettre de parfaire mon travail de chroniqueur, mon travail d'observateur. En fait, commentateur-observateur. Et c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui d'allumer le micro et de m'adresser à vous directement. Et je vous remercie d'être là. Il y a des auditeurs, auditrices qui me disent « Ah, mais ça serait le fun que tu fasses plus d'épisodes. » C'est beaucoup de travail préparer un épisode. Vous savez, recevoir quelqu'un en conversation ici et qu'on converse de façon tout à fait naturelle, c'est minimum une semaine de travail. C'est une semaine de travail à relire le corpus, à prendre des notes, à prendre un recul par rapport au corpus aussi et à essayer d'avoir une plus grande vue d'ensemble. Vous savez, lorsqu'on écrit dans un journal pour aller 750 mots dans le Journal de Montréal ou 1100 mots dans les libraires, évidemment, on travaille en entonnoir. Alors, il faut se trouver une ligne directive, il faut se trouver une ligne éditoriale. Alors que lorsqu'on aborde un corpus dans son ensemble, l'entonnoir est inverse. C'est qu'on élargit les perspectives. Et ça, c'est un peu effrayant. Parce qu'on ne peut pas se cacher. Il faut faire l'effort critique. Tout d'abord de lire, de se laisser porter, mais aussi d'essayer de capter, de décrypter ce qu'il y a derrière l'œuvre et l'œuvre dans son ensemble. Et je tiens aussi à remercier donc les gens qui, mois après mois, prennent de leur temps, passent au bureau et acceptent de se faire interviewer par moi. C'est une grande marque de confiance et de reconnaissance. Et pour tous ceux et celles qui sont venus ici et qui viendront, merci beaucoup. Et merci à vous également d'être à l'écoute. C'est un grand plaisir. Il y a tellement à dire sur la bande dessinée en général, parce que je ne parle pas que de bande dessinée québécoise, mais évidemment, et je n'ai jamais caché mon chauvinisme, j'essaie de mettre en lumière vraiment le travail d'ici, parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a encore énormément à dire. Et donc, j'espère que j'aurai encore longtemps ces tribunes-là. J'espère que j'arriverai toujours à relever la barre et à essayer de ne jamais m'asseoir sur mes lauriers. Et vous savez, ce qui est formidable dans le fait d'être là depuis un certain moment, c'est que, en fait, je suis un observateur privilégié de ce milieu-là. Je suis arrivé là un peu les mains dans les poches et j'ai vu la pastèque naître, j'ai vu Mécanique Générale naître, j'ai vu Guy Delisle gagner le Grand Prix Angoulême, j'ai vu tellement de choses, j'ai vu des jeunes auteurs qui sont devenus des auteurs confirmés, et ce que je trouve formidable, c'est qu'en 2020, je m'assois, puis là, je reçois un PDF d'un jeune auteur, puis je lis ça, et je suis complètement chaviré. Je vais toujours me souvenir la première fois que j'ai lu Samuel Quentin. Et c'était Vil et Misérable. Je n'avais pas lu Phobie des moments seuls. Il était sur la pile, mais je ne l'avais pas lu, je pense. Et la première fois que j'ai lu Vil et Misérable, lorsque j'ai terminé la lecture, c'est comme, j'imagine, sauter en parachute, pas de parachute.
Ça a été un choc incroyable. Comme lecteur, je me suis dit, OK, il vient vraiment de se passer quelque chose, parce que là, je suis complètement déboussolé. Et j'ose espérer que je garderai encore longtemps cette capacité d'émerveillement-là, parce que des auteurs et des autrices, des créateurs de grands talents qui osent, il y en a beaucoup. J'avais dit que je prendrais des questions. J'ai aucune idée si j'ai des gens en ligne. Peut-être que je parle seul. Je suis en train de vérifier. Alors, si jamais il y a des gens présentement en direct sur Facebook qui sont à l'écoute et qui avaient envie, avant d'éteindre le micro, me poser des questions, alors sachez que je suis disponible. Attendez un instant, là, le Facebook, la planète entière est sur Facebook. Hein, donc là, c'est un peu lent. OK, donc j'arrive pas à voir. Ah, il y a Jean-Sébastien qui est là. Bonjour Jean-Sébastien. Ah, Jake Dion. Bonjour Jake. Jeune auteur, jeune pousse, Jake Dion, qui travaille d'ailleurs à l'adaptation du roman Alice de Patrick Sénécal. D'ailleurs, je pense, Jake, qu'il a pas mal fini. C'est pas pour l'automne, ça, Jake? Je crois que oui. Très, très hâte de lire cet album. Il y a également Julien Paré-Sorel qui est en ligne. Ah, tout le moins qui était en ligne. Auteur d'Aventuronosaure, série jeunesse, dont le 2e tome est paru l'automne dernier, si je ne m'abuse. Série vraiment intéressante. Une série jeunesse. Encore là, la bande dessinée, le livre jeunesse aussi au Québec est très, très vivant. Et ce qui est chouette aussi, c'est de savoir que, par exemple, Alexa, avec la Jean-Jean, c'est des records de vente fulgurants. Et je donne des conférences dans les écoles depuis plusieurs années déjà, et je peux vous dire que jamais, il y a 25 ans, j'aurais pu penser que la bande dessinée au Québec arriverait à rejoindre un tel public. Je ne suis pas en train de dire que tout est gagné. Au contraire, les auteurs vivent dans une précarité certaine. Et je pense que malgré l'espace médiatique accordé aux médiums maintenant, rien n'est gagné. Au contraire, je pense que là, fort de cette lancée, il faut redoubler d'ardeur. Parce qu'il y a beaucoup de structures éditoriales en place. Il y en a certaines qui nous ont quittés. Ce fut le cas, entre autres, de La Mauvaise Tête, qui, après avoir publié un catalogue de 19 ou une vingtaine d'albums en 7 ans, qui est disparu, et pas de moindres albums. Là. C'était une structure éditoriale super importante dans l'écosystème québécois. Et le fait que cette structure soit disparue, il y a quand même matière à réfléchir et à s'inquiéter un petit peu. Donc, il n'y a rien de gagné. Hein? C'est pas parce qu'on parle... c'est pas parce qu'on parle de bande dessinée à l'occasion dans les médiums, dans les différents médias. Il y a beaucoup de bruit. Hein? D'ailleurs, les médias sociaux, c'est beaucoup plus de bruit qu'autre chose. Là. Alors, il y a Marc Gagnon qui me dit Paperman, qui fait des chroniques, qui fait des capsules vidéo chaque vendredi, qui est technicien au Cégep La Pocatière, technicien à la bibliothèque, qui est un avide lecteur de bande dessinée, qui est un passionné, et qui m'a reçu d'ailleurs pour une conférence l'hiver passé à La Pocatière. C'est un chic type, Marc Gagnon, vraiment. Et là, il me dit, allez, lance-toi ta BD favorite pour le fun. J'avais dit au début que je ne le dirais pas. Mais je vous ai parlé de Jimmy Corrigan. J'y ai fait référence à quelques reprises lors de ce micro. Vous savez, dans la vie, toute forme d'art confondue, il y a des œuvres qui nous bouleversent au point de nous transformer. J'ai un souvenir très vif de ma lecture de L'Étranger de Camus à 17 ans. Je suis sorti totalement différent de cette lecture. J'étais pas du tout le même être humain
lorsque je suis entré dans cette lecture-là que lorsque j'en suis sorti. C'est la même chose pour Godot de Samuel Beckett. Samuel Beckett, pour moi, c'est un... Au-delà du grand dramaturge, c'est un très, 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 très grand artiste qui a su capter le 20e siècle comme très peu d'artistes. Évidemment, Jimmy Corrigan de Chris Ware, lorsque j'ai lu cette brique-là, je suis sorti de cette lecture-là complètement bouleversé. J'ignorais que la bande dessinée était capable d'émouvoir à ce point. C'est dur de résumer Jimmy Corrigan. Je vous dirais, partez du principe du grand roman américain. Tout le monde veut écrire le grand roman américain. Eh bien, moi je pense que Chris Ware y est arrivé. Ça raconte l'histoire de 3 générations d'un même personnage, là. Donc, à la Foire internationale en 1896 à Chicago, et il y a un saut dans le temps. Donc, le petit garçon, là, devient le grand-père de Jimmy. Et en fait, on part de l'idée père manquant, fils manqué. Et ça raconte l'histoire d'un être totalement introverti, en décalage avec le monde dans lequel il vit. Un être qui est incapable d'entrer en relation, qui ne comprend pas bien les codes. Et du point de vue graphique, c'est d'une inventivité, d'une force. Les mots, c'est dur de trouver des mots pour décrire pareil travail. D'ailleurs, il y a Jacques Sanson et Benoît Peters qui ont consacré un livre sur Chris Ware qui s'appelle « La bande dessinée réinventée ». Et ce titre-là résume très bien le travail de Chris Ware. Moi, ça m'a profondément bouleversé. Et c'est dans le top 5 de tout ce que j'ai lu de ma vie. Je deviens toujours très, très, très émotif quand je parle de cet album-là parce que c'est un album profondément humaniste. C'est à la fois sombre et tellement plein de lumière. C'est une lecture excessivement exigeante, chargée, dense, stratifiée. C'est magistral. Et on se rend compte que la bande dessinée est capable de faire tout ça à la fois dans un seul album. Donc, Marc, j'espère que ça répond à ta question. Sinon, évidemment, un autre très grand album pour moi, Les Idées Noires de Franquin, qui est un album nécessaire. C'est un album, je vous disais un peu plus tôt au micro, qu'une œuvre d'art forte puise dans l'époque à laquelle elle est née, mais elle trouve écho dans les époques subséquentes. Et je vous dirais que Les Idées Noires de Franquin, qui est vraiment un brûlot sociétal, c'est un album à l'humour très très sombre, fait par un auteur qui vivait des épisodes de grande dépression. C'est un album à l'humour très sombre qui s'en prend à la société, qui réfléchit au désastre écologique à venir, à la violence, à la politique, à tout ce qu'il y a de sale chez l'humain. On rit, mais on pleure aussi. Et au niveau graphique, Franquin avait un tel talent, une telle maîtrise du trait. Et là, vous savez comment on fait vraiment, véritablement pour voir la maîtrise de la lumière chez un artiste, un illustrateur, une illustratrice. Regardez son travail en noir et blanc. Si tout est limpide là,
forcément, la couleur va amener une codification, va amener de l'atmosphère, une sensibilité, une touche. Le choix de couleur est rarement anodin. C'est foncièrement en lien avec l'histoire, avec ce que ça raconte. Mais de voir Franquin en noir et blanc avec une telle puissance, avec une telle émotivité, c'est fou. Et ce qui est à la fois admirable et triste, c'est que cet album-là est plus que jamais aujourd'hui, est encore plus que jamais aujourd'hui actuel. Donc voilà. Mais là, je vous ai donné un album américain, je vous ai donné un album européen, et là, par la force des choses, faudrait que je vous donne au moins un album québécois. Et ça c'est... ça c'est très, très difficile. Écoutez, peut-être que... en fait, oui, je vais vous le dire. Albert Chartier, Onésime. Moi, j'ai grandi à la campagne, donc le bulletin des agriculteurs traînait. Et Onésime, c'était publié donc dans le bulletin des agriculteurs, un journal qui, de par son nom, évidemment, vous comprenez bien que dans les grands centres urbains, ce journal-là ne se trouvait pas. Donc, il y a toute une portion de la population qui ne connaissait pas Onésime d'Albert Chartier, qui est une espèce de paysan maladroit, qui a été créé... Est-ce qu'il a été créé avant Gaston Lagaffe? Oui, en fait, il a été créé avant Gaston Lagaffe, mais une espèce d'anti-héros un peu flambeau. Au point de départ, il bégayait. À un moment donné, Chartier a complètement fait disparaître ce travers-là de son personnage. Et il est marié à Zénoïde, une femme bien portante. Et c'est des espèces de mésaventures en une page, souvent des accidents de voiture, tout ça. Et moi, jeune, lire ça, c'était formidable. Parce qu'il y avait des expressions québécoises. Et le trait aussi, c'était... Albert Chartier, c'est notre Hergé à nous, au Québec. Toute la nouvelle génération ne le connaît pas. Ah, d'ailleurs, tiens. OK, je vais parler d'un autre album, vite. Un autre créateur qui, à mon humble avis, est injustement méconnu des nouvelles générations, et je vous le montre à l'instant. Pour le bénéfice des gens sur Facebook, ne vous en faites pas. Bon, j'ai pas l'album avec moi dans le bureau, mais Sombre Vilain de Jacques Urtubise, alias Zix. Jacques Urtubise, qui est le cofondateur du magazine Crow, mais qui, dès le début des années 70, a été un homme très, très, très important pour le développement du milieu de la bande dessinée au Québec, en tout cas à Montréal. Fort de ses activités éditoriales de chroniqueur, il a créé Sombre Vilain, qu'il a proposé comme comic strip au journal Le Jour, qui était un journal nationaliste au milieu des années 70. Et il a publié une centaine de strips de ce personnage-là, qui est un anti-héros, qui est un des premiers grands vilains de la bande dessinée québécoise. Et un seul album a été publié à l'époque de Crow, début des années 80, là, dans les premières activités éditoriales, qui était distribué d'ailleurs, cet album-là, en dépanneur, avec les Michel Risque et les albums de Gaboury. C'était pas disponible en librairie, ça. C'était vraiment dans les kiosques à journaux. Et c'est d'une très grande modernité. C'est d'un humour encore très, très juste. Et Jacques Urtubise était un grand amoureux de la bande dessinée, et ça paraît dans son travail. Et faudrait que le travail de Jacques Urtubise soit à nouveau disponible pour que les nouvelles générations de lecteurs puissent enfin entrer en contact avec ce corpus-là important. Alors, oui, je parle de deux auteurs qui nous ont quittés aujourd'hui. Comme ça, je prends pas trop de chance. Voilà. Et donc, il y a Yann Richard qui dit « Bonjour à toi, merci de ton vidéo. » Bah, merci. Merci à vous d'être là, surtout. Alors, écoutez. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Oh my God, j'ai parlé pendant 1h35. C'est beaucoup trop. Je pensais que j'en aurais pour 20 minutes. Et là, je regarde mes notes et il y a un paquet de trucs dont je n'ai pas parlé du tout. Alors, écoutez. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'était une première expérience en toute humilité. Merci d'avoir été là.
merci d'être à l'écoute du balado. Balado que vous pouvez d'ailleurs écouter sur iTunes, sur Google Play, sur Spotify, ainsi que sur le site de la Librairie Z au www.librairiez.com. Vous pouvez également l'écouter sur la chaîne YouTube de la librairie. Donc bref, c'est pas les endroits qui manquent pour l'écouter. Donc merci à vous d'être là à l'écoute, de partager le balado avec vos proches. Merci également de me lire, d'être au rendez-vous. Il y a des très très beaux projets d'écriture qui s'en viennent. J'ai des trucs vraiment formidables que j'ai très hâte d'annoncer. D'ici là, continuez de lire de la bande dessinée. En ces moments difficiles, encouragez les artistes nationaux. Lisez notre bande dessinée. Elle est plurielle, elle est belle, elle est forte, elle est vigoureuse. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Vous avez dit BD. Allez, merci, à bientôt.